Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Nous revoilà pour la partie 5, notre partie finale sur la série d'Haïti. Donc, je vous remercie pour votre présence au cours des séries. Et n'hésitez pas dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. C'est toujours une reconnaissance du travail et des efforts qui sont fournis dans les recherches que nous faisons. Donc aujourd'hui, on est dans la partie 5, c'est la partie finale. Je dois juste faire un récapitulatif sur ce qui a été vu durant la partie 4. Donc la partie 4 est vraiment une continuité de ce qu'on a vu avec la partie 3, c'est l'isolation, l'instabilité politique. Euh, Ce que l'on voit dans la partie 4, qu'on ne voit pas dans la partie 3, c'est plus une véritable ingérence politique et économique sur Haïti, une exploitation aussi d'Haïti. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité politique qui engendre certaines possibilités pour l'exploitation d'Haïti à différents niveaux. Et on voit les puissances étrangères qui exploitent Haïti sans donner de reconnaissance globale à Haïti, sans lui donner aussi les capacités économiques et, euh, et diplomatiques d'exister, mais aussi d'évoluer. Et ça se traduit aussi par un certain silence aux États-Unis pendant une cinquantaine d'années entre 1849 et 1915 environ. Et on voit une accélération avec la mise en place on voit la venue de la Première Guerre mondiale. Donc on voit une ingérence manifeste des États-Unis qui vient, qui saisit 500 000 dollars de valeur en or dans les coffres d'Haïti, si ce n'est pas plus. On dit 500 000, mais ça pourrait être beaucoup plus. Et qui finalement va occuper Haïti de 1915 à 1934. Et on voit après on va dire de 1957 à 1986, la période des Duvalier. Donc on voit que de misère en misère, on voit maintenant une occupation et on voit une dictature qui se met en place pendant presque une trentaine d'années entre un père et un fils, les Duvalier. Ok. C'est là où on s'était arrêté. Donc naturellement, entre cette période de l'occupation et cette période des Duvalier, il se passe 20 ans, où il y a un petit peu de rebond, il y a un petit peu de rebond économique, le, et on voit l'arrivée des Duvalier. Ok. Donc là, on s'arrête ici, c'est là où on reprend dans la partie numéro 5. Donc la partie numéro 5, je vais partager mon écran avec vous. Euh, donc comme vous voyez mon écran, on va voir dans la partie 5 un Haïti contemporain. On va passer la période post-Duvalier très rapidement. Je vais donner ma vision de qu'est-ce qu'elle a là ou ma vérité sur Haïti. Qu'est-ce qui se passe vraiment en Haïti et je vais donner ma perspective là-dessus. Je vais donner aussi mes perspectives du futur pour Haïti et une conclusion avec une vision dynamique et pleine d'espoir pour Haïti, d'après moi. Donc, pour commencer, voilà ce que je pouvais vous montrer sur ce dont nous allons parler maintenant. Donc, effectivement, on va passer à la période post-Duvalier. La chute de la dictature des Duvalier en 1986 a marqué un tournant dans l'histoire d'Haïti. Néanmoins, le pays a dû faire face à d'importants défis lors de sa transition vers la démocratie dans la résolution de l'héritage du régime autoritaire. Euh, Haïti a connu une période d'instabilité politique caractérisée par des changements fréquents de gouvernance et la menace de coup d'État. Le pays a continué de lutter contre la pauvreté, l'inégalité et le manque d'opportunités économiques. Euh, les séquelles des violations des droits de l'homme sous le régime des Duvalier ont perduré. Le pays a eu du mal à instaurer une culture du respect des droits de l'homme. Ok, donc et en plus tout ça, c'est augmenté par, c'est accentué, on va dire, par les catastrophes naturelles et crises humanitaires. On voit Haïti est exposé à des catastrophes naturelles telles que les ouragans, et les tremblements de terre, qui ont eu un impact dévastateur sur le développement du pays. Le séisme de 2010 est un exemple flagrant, a provoqué une destruction généralisée des pertes en vie humaine, aggravant les défis déjà présents en Haïti. Okay. Le développement économique et enjeux sociaux, l'économie d'Haïti demeure
fortement dépendante de l'agriculture, du tourisme et des envois de fonds de sa diaspora. Le pays est confronté à de nombreux défis en matière de pauvreté, d'inégalité, ainsi que l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Donc c'est la manière dont on peut voir un petit peu Haïti de manière générale. Ok. Quelle est maintenant la vérité ou ma vérité sur Haïti? Parce qu'on a vu certaines choses que j'ai vues dans la partie 4, où on parlait des ressources naturelles, on parlait est-ce que c'est vraiment la vérité, que j'allais révéler certaines choses sur certaines vérités pour Haïti, et je vais donner mon impression générale avec des éléments qui prouvent peut-être une certaine forme de vérité face à la situation avec Haïti. Les 18e, 19e et 20e siècles ont été des périodes tumultueuses pour Haïti, caractérisées par des interventions étrangères, une isolation diplomatique qui a commencé depuis l'indépendance d'Haïti. Donc cette isolation diplomatique, pas seulement diplomatique, mais géopolitique, parce que Haïti n'est pas uniquement considérée comme une nation, et même quand elle est considérée comme une nation, elle est simplement mise au banc des nations. Il y a aussi une instabilité politique et des difficultés économiques qui s'ajoutent à cet ensemble. Okay. Les vulnérabilités du pays aux pressions étrangères, ses opportunités économiques limitées et son passé marqué par des violations des droits de l'homme sont toutes les conséquences de ces facteurs en réalité. Maintenant, on sait que Haïti fait partie d'un ensemble, d'une île qui, depuis lors, est appelée Hispaniola. Okay. Donc on constate une disparité importante ou remarquée, ou remarquable, on va dire, dans le développement des deux nations qui constituent Hispaniola, donc la République dominicaine d'un côté et Haïti de l'autre. Cette disparité, pour moi, ne peut pas être attribuée uniquement à la malchance, à l'instabilité politique ou à l'intervention étrangère. Pour moi, elle résulte d'une stratégie délibérée visant à maintenir le sous-développement et la corruption en Haïti au maximum, afin d'exploiter au mieux ses ressources naturelles, ses ressources minérales et naturelles. Okay. On va en discuter dans quelques instants. Prenons l'exemple du journaliste Jonathan Katz, dont je partagerai le lien de l'article, qui, lors du désastre du séisme de 2010, a minutieusement analysé les fonds promis et les montants effectivement versés. Il rapporte que la réponse mondiale s'est élevée à 16,3 milliards de dollars US en promesses pour les efforts de reconstruction et de relever Haïti. D'autres estimations, telles que le Los Angeles Times, le situent à 13,5 milliards. Donc, je sais que 1 ou 2 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais à 1 ou 2 milliards près, c'est à peu près ça, c'est entre 13 et 16 milliards. Au cours du mois qui a suivi le tremblement de terre, les Canadiens, dont je fais partie, je suis de la nationalité canadienne, les Canadiens ont fait des dons de 220 millions de dollars à des organisations admissibles, montant qui a été doublé par le gouvernement fédéral. Entre 2010 et 2018, le Canada a versé une contribution de 1,4 milliard sans inclure les 220 millions de dollars donnés par les Canadiens et qui ont été rajoutés, le gouvernement fédéral a rajouté des fonds supplémentaires pour matcher ce que les Canadiens ont donné. Après une décennie écoulée, des interrogations émergent au sein de la communauté internationale concernant le manque de progrès. Dans son livre intitulé The Big Truck That Went By, How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster. Comment le grand camion est passé et comment le monde est venu sauver Haïti et a laissé derrière lui un désastre. Il affirme que le Canada a distribué 657 millions de dollars au cours des 20 mois suivant le séisme, mais seulement environ 2% ont été alloués au gouvernement haïtien. Où est passé l'argent? Où sont passés même sans parler de l'argent uniquement du gouvernement canadien, où est passé tout l'argent qui a été octroyé à Haïti? N'est-ce pas là pour moi une des preuves de la volonté de maintenir Haïti dans la pauvreté et dans la marginalisation? C'est un élément. Maintenant, quelles différences peuvent être observées entre Haïti et la République dominicaine? On constate un contraste frappant entre le développement des deux nations, qui ne peut pas être expliqué, comme je le disais, par la malchance, l'instabilité
et d'autres. Il y a une volonté de maintenir Haïti sous-développé et corrompu autant que possible afin d'exploiter de manière optimale ses ressources minérales et des ressources naturelles, qui commencent à susciter beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit. Donc, il y a différents facteurs qui ont contribué aux trajectoires différentes de ces deux pays, notamment en ce qui concerne l'héritage historique. Il convient de noter que la République dominicaine n'a jamais été une colonie de la France. Tant mieux pour eux. Contrairement à Haïti, bon, alors je dis ça pourquoi? Parce que on voit le résultat de toutes les colonies françaises. Toutes les colonies françaises se sont extrêmement peu développées. Donc on voit le développement en Afrique, c'est catastrophique. Il n'y a pas de développement en Afrique. Dans les pays de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de développement des infrastructures, hormis dans quelques pays. Il y a encore des développements qui sont minimaux. Par contre, la corruption s'est développée à un rythme absolument fou. Donc, contrairement à Haïti, effectivement, la République dominicaine n'a jamais été une colonie de la France. Son histoire de domination coloniale espagnole et d'indépendance ultérieure a façonné son développement de manière distincte. Sur le plan économique, la République dominicaine a tiré profit d'une économie plus diversifiée, mettant davantage l'accent sur le tourisme et la fabrication. Cela l'a rendu moins vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières par rapport à Haïti. Haïti est focalisé uniquement sur l'agriculture, donc le sucre, le café et autres sont les éléments qui constituent la base d'Haïti. Donc les matières premières étant produites un petit peu partout, exportées d'un peu partout, ou importées dans les pays occidentaux d'un petit peu partout, ça crée une fluctuation pour Haïti qui est très sensible pour Haïti. Il faut dire aussi que la République dominicaine a généralement connu une plus grande stabilité politique que Haïti, ce qui a contribué à son développement économique et à son progrès social. Alors, il faut expliquer pourquoi. Simplement que à partir du moment où vous n'avez pas un ensemble de transition ou un changement brutal de, de l'esclavagisme à la guerre, à l'indépendance, vous avez des successions extrêmement brutales dont les gens n'ont pas le temps de s'habituer. On ne donne pas le temps aux gens d'assumer certaines progressions, une évolution qui amène à l'indépendance. Là, ce sont des coupures drastiques, brutales, qui sont difficiles à digérer pour les gens. Il faut, comme je le disais, par rapport à la France, la Révolution française, il faut plusieurs générations afin de permettre une évolution, je veux dire, pour permettre une évolution progressive et de passer à cette progression naturelle pour asseoir ou assumer une forme de démocratie. Donc une forme de démocratie, parce que la démocratie française, il y aura beaucoup de choses à dire. Euh, donc, l'investissement étranger était aussi plus important en République dominicaine qu'en Haïti, ce qui a contribué à stimuler son économie et à créer des emplois. Cependant, ma perception du sous-développement d'Haïti comme une vision préconçue ou un design ou une conspiration peut être approfondie à partir d'un article qui s'intitule La ruée vers l'or en Haïti donne aux sociétés minières carte blanche sur les richesses. L'argument de l'article met en lumière, je mettrai l'article en référence. L'article évoque l'intérêt étranger des sociétés minières canadiennes et américaines qui ont obtenu des autorisations pour explorer de vastes zones du nord d'Haïti. Cela suggère un intérêt étranger pour l'exploitation de ces ressources potentielles. Mais il y a aussi effectivement l'absence de contrôle. L'article soulève des inquiétudes concernant la capacité du gouvernement haïtien à réguler les compagnies minières, à garantir que les avantages de l'extraction des ressources profitent à la population haïtienne. Donc, quelles sont les principales ressources confirmées en Haïti? Le bauxite aujourd'hui est la principale ressource minière en Haïti, utilisée dans la production d'aluminium. Les gisements de bauxite sont concentrés dans la péninsule sud d'Haïti. Le métal précieux tel que l'or ont été découverts dans différentes régions d'Haïti, en particulier dans le nord. Des gisements de cuivre, donc des gisements de cuivre ont également été identifiés en Haïti, principalement dans la région du nord. Haïti dispose de gisements de marbre également importants, qui remontent justement au Crétacé, donc qui remontent vraiment à l'origine
de la Terre, parce qu'ils représentent des gisements de marbre extrêmement importants, utilisés dans le monde de la construction et à des fins décoratives. Le, le carbone de calcium, le carbonate ou carbonate de calcium est un minéral aussi qui est utilisé dans différents secteurs tels que la construction et l'agriculture. Donc l'ensemble est estimé, surtout l'or, hein, est estimé environ 20 milliards de dollars. C'est une estimation, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Mais est-ce tout? Est-ce vraiment tout? Une étude plus récente, une étude plus récente et plus approfondie, et des rapports publiés par worldatlas.com en 2019 par Benjamin Elisha Saw ont estimé que Haïti pourrait représenter un niveau d'échelle vraiment différent. Le pays détient parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde, s'élevant à environ 941 millions de barils, soit une valeur d'environ environ 70-100 milliards de dollars selon les coûts du baril. Okay. En ce qui concerne le gaz naturel, environ 1,2 trillion de cubes, pieds cubes de gaz naturel, avec une estimation approximative de 941 milliards, voire 1 trillion de dollars en termes de valeur. Les gisements d'or seul sont estimés à environ 20 milliards. Pour moi, c'est une estimation qui est bien en deçà de ce qui pourrait être retrouvé réellement dans les sols d'Haïti. Donc, on voit naturellement d'où viendrait ce design de maintenir Haïti dans une forme de pauvreté, d'instabilité chronique et de profiter des gisements. Il y a aussi des gisements de cuivre qui se trouvent dans divers endroits en Haïti. Donc, vous voyez que cet ensemble représente une absolue fortune. Il y a encore les gisements de pétrole, ils sont encore en train d'être découverts, de faire des sondages dans le sol afin de découvrir d'autres gisements qui pourraient accentuer encore un peu plus la valeur du sol d'Haïti. Maintenant, quelles sont les perspectives futures? Cette information associée à mon observation de développement contrasté d'Haïti et de la République dominicaine renforce l'argument selon lequel des forces externes pourraient influencer ou maintenir Haïti dans son état d'instabilité chronique, comme je le disais auparavant. Maintenant, le paysage économique mondial est en train de changer. Il connaît actuellement des changements significatifs avec l'émergence des pays BRICS, dits BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, mais d'autres pays vont les rejoindre. Une vingtaine de pays sont en lice pour les rejoindre. Et d'autres pays les ont rejoints que je n'ai pas mentionnés, y compris des pays européens comme la Serbie. Remettant en question la domination traditionnelle des économies occidentales. Cette transition comporte plusieurs implications pour Haïti et ses ressources minérales potentielles. La première, c'est l'accroissement de la demande d'or. Avec la croissance des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, leur demande d'or en tant que réserve de valeur et à des fins d'investissement augmente significativement. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix mondiaux de l'or, ce qui profiterait aux pays disposant de réserves d'or importantes. Deuxièmement, la diversification des partenariats économiques. La dépendance d'Haïti vis-à-vis des économies occidentales pourrait être réduite en diversifiant ses relations commerciales et d'investissement avec les pays des BRICS. Cela pourrait offrir de nouvelles opportunités à Haïti de bénéficier de la puissance économique croissante de ces marchés émergents. Il y a aussi des considérations géopolitiques. L'émergence des nations BRICS a entraîné un changement dans les dynamiques de pouvoir mondial. La capacité d'Haïti à exploiter ses ressources naturelles pour établir des relations avec ces puissances émergentes pourrait renforcer son positionnement géopolitique et son influence globale. Mais on peut penser naturellement à une évolution vers des Nations Unies type BRICS, où Haïti et les membres pourraient être représentés de manière efficace. Il est cependant crucial de noter que ces avantages potentiels des ressources naturelles d'Haïti dépendent de plusieurs facteurs. Notamment, il est impératif que Haïti veille à ce que ces opérations minières soient menées de manière responsable et durable afin d'éviter tout dommage environnementaux et conflits sociaux. Donc s'appuyer sur d'autres pays qui ont des expériences similaires à celles d'Haïti peut être intéressante. La surveillance ou la gouvernance gouvernementale
est essentielle pour garantir que les avantages de l'exploitation minière sont répartis équitablement parmi la population haïtienne et que la population haïtienne en profite sur notamment la création de valeur, la création de positions, de jobs, création d'emplois et autres. Et que les ressources naturelles du pays ne sont pas exploitées à des fins personnelles ou extérieures. Donc, il est sûr que quand on a une collaboration, on a des partenariats, effectivement, il faut payer les gens et collaborer avec les gens et que les gens profitent de leur investissement. Mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. C'est ce que je veux dire. Il est essentiel de mettre en place une infrastructure adéquate, non pas par le biais de dons. Il ne faut pas des dons, sans quoi on n'est pas vu comme un partenaire, mais comme un exécutant, mais en établissant des partenariats avec les pays des BRICS. Alors, il y a aussi un moyen de se diversifier, c'est faire de l'investissement de manière conséquente, développer les capacités de raffinerie et de transformation, collaborer avec les partenaires des BRICS pour accroître la valeur d'un producteur de ressources naturelles. Le pétrole brut peut être transformé en essence, en carburant diesel, en, en carburant aussi type pour les avions, et à d'autres produits qui peuvent être, je veux dire, qui permettent une diversification des revenus pour Haïti. La réduction de la dépendance au marché étranger s'accompagne de la création d'emplois dans les domaines tels que l'ingénierie, la maintenance et la logistique. Le développement économique mondial est favorisé par la génération de revenus à valeur ajoutée, attirant ainsi des investissements supplémentaires et à plus long terme des partenariats, vraiment des véritables partenariats qui peuvent être exclusivement issus des BRICS dans un premier temps, mais qui peuvent être étendus à des partenaires occidentaux dans un deuxième temps, quand la balance de pouvoir est un peu plus équilibrée. Et naturellement, on tire avantage aussi des expériences des autres. Je vais y venir dans quelques instants, la collaboration sud-sud. Je vais en parler dans quelques instants, qui peut être relativement intéressant. La coopération internationale peut s'avérer nécessaire pour Haïti afin de collaborer avec d'autres pays et organisations internationales en vue de développer les infrastructures et l'exercice nécessaires pour maximiser les avantages de ces ressources minérales et naturelles. En prenant soigneusement en compte ces facteurs, Haïti pourrait potentiellement exploiter ces ressources naturelles pour accélérer le développement économique d'infrastructures, réduire sa dépendance à l'aide étrangère et améliorer la vie de ses citoyens. Donc il est logique pour Haïti d'envisager de rejoindre les BRICS principalement, mais dans un deuxième temps, il y a d'autres éléments à prendre en considération. Alors, dans une économie durable, l'or, effectivement, est toujours une marchandise précieuse, agissant en tant que réserve de valeur, une protection contre l'inflation, un actif d'investissement renforçant leur position, la position des BRICS géopolitiques et leur confiance. Le pétrole aussi est une ressource énergétique essentielle, ainsi que le gaz naturel, indispensable jusqu'à ce que l'humanité trouve des alternatives crédibles et solides qui peuvent donner des alternatives intéressantes et le pétrole aura toujours un rôle à jouer, tout comme le gaz naturel. Alors, euh, il y a comme je le disais auparavant, il y a d'autres aspects à considérer, donc la diversification économique, au lieu d'avoir des partenariats uniquement occidentaux, mais d'avoir des partenariats qui ressemblent un petit peu à ce qu'est Haïti. Donc des pays émergents, des pays en voie de développement. Et aussi la collaboration sud-sud. Les nations du BRICS s'engagent à promouvoir la coopération sud-sud, ce qui bénéficie aux pays en voie de développement tels qu'Haïti. Notamment, collaboration, on peut imaginer le Nigeria qui est en phase je pense, de discussion ou de négociation pour rejoindre le BRICS, pour être intéressant. Le Nigeria est un des pays développés en Afrique, mais il est passé par une phase de développement, et cette phase de développement a permis au Nigeria de devenir un pays riche, ce qui permettrait de partager, d'avoir une collaboration directe avec Haïti, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Cela pourrait impliquer le partage de connaissances, de technologies, de ressources, mais également avec d'autres pays comme les infrastructures de l'Afrique du Sud sont connues pour étant de très très bonne valeur. La même chose qu'il y a au Kenya ou d'autres pays qui sont des pays émergents mais qui sont en voie de devenir des pays développés. L'adhésion d'Haïti au BRICS pourrait développer aussi son positionnement géopolitique et son influence sur la scène internationale, comme je le disais auparavant. Mais ici, il faut comprendre que adhérer au BRICS comporte également des défis.
Pour que Haïti puisse être considéré, il faut qu'il remplisse certains critères, tels qu'une économie solide et émergente, et un engagement envers le multilatéralisme. De plus, le pays devrait naviguer dans des dynamiques complexes du groupe BRICS et s'assurer que ses intérêts sont représentés de manière efficace et respectueuse. Dans l'ensemble, l'adhésion aux BRICS pourrait offrir des avantages significatifs pour Haïti, mais cela nécessiterait une réflexion approfondie, une planification stratégique et une vision d'ensemble, mais pas une accumulation d'enrichissement personnel. Je vais donner ma conclusion maintenant, une vision dynamique, pleine d'espoir pour Haïti. Tout au long de cette série sur l'histoire d'Haïti, on a pu voir la soif inébranlable de liberté et d'indépendance a été un thème constant, inspirant des générations d'Haïtiens à se battre pour un avenir meilleur. On passe de la volonté d'émancipation à une indépendance, parce que Toussaint l'ouverture n'a pas été suivi, et on voit la transition vers l'indépendance est difficile jusqu'à aujourd'hui. Donc on parle de 1804 à aujourd'hui, on parle de 224 ans. Alors que la, alors que, alors que la recherche de richesse et de prospérité matérielle a souvent été au centre des préoccupations dans le monde, l'accumulation d'argent, l'accumulation de ressources, c'est ce qui fait ce monde aujourd'hui, malheureusement. Mais le parcours d'Haïti a révélé un désir plus profond pour une société juste et équitable, ce qui n'a jamais pu être atteint de par l'instabilité chronique dont Haïti faisait preuve. Ce qui a souvent été négligé, c'est naturellement c'est cette exceptionnelle résilience, la force de caractère et la profonde croyance en soi et une puissance et la croyance en une puissance supérieure des Haïtiens. La croyance en Dieu a été vraiment le moteur d'espérer une vie décente et meilleure plus tard. Et cette croyance que tout comme Dieu a supporté les Juifs, il supporterait les Haïtiens. Et ce sera le cas un jour. Malgré des siècles d'adversité, le peuple haïtien a persévéré, animé par une vision d'un avenir meilleur. La récente découverte de ressources minérales significatives en Haïti offre une nouvelle opportunité au pays, afin de s'appuyer sur sa propre vision et garantir une indépendance économique. Cependant, cette opportunité doit être saisie avec une planification minutieuse et de véritables partenariats qui privilégient le bénéfice mutuel et de collaboration. Et c'est ce qu'on peut voir avec les BRICS, qui est différent des Occidentaux qui profitent, exploitent, amènent la guerre et amènent la désolation. Les esprits de figures emblématiques tels que Toussaint Louverture, comme je le disais, je suis un fan absolu de Toussaint Louverture, qui pour moi est un visionnaire avant l'âge, et un véritable visionnaire des temps modernes au XVIIIe siècle. Absolument incroyable. À mon avis, si on avait pu mesurer le QI de Toussaint Louverture, je pense qu'on en était dans les plus hauts, dans les records de l'histoire. Jean-Jacques Dessalines, Patrick Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King et Amadou Hampâté-Bâ, qui sont pour moi des personnages absolument fascinants, qui continuent de nous inspirer jusqu'à aujourd'hui, à œuvrer pour un monde dépourvu de préjugés, de manipulation et de haine. Je pense que nous devrions adopter les valeurs de l'amour, de l'acceptation et du pardon. Quelqu'un m'a dit une fois que par rapport à Haïti ou par rapport à la diaspora noire ou africaine, nous ne devrions jamais oublier, ne jamais pardonner. Je pense qu'au contraire, le pardon devrait être au cœur de notre réflexion. Exactement ce que Jésus nous a enseigné en nous disant que il faut prendre plaisir à la miséricorde, plaisir à donner le pardon, mais tout en restant vigilant contre les forces de division de Satan et les forces d'exploitation qui sont vraiment le cœur de ce que représente l'Occident aujourd'hui. Et ensemble, je pense que on devrait s'atteler à créer un monde où les individus de tous horizons, de toute couleur de peau, de toute origine sociale, toute origine, je veux dire, éducationnelle, pourraient travailler et vivre ou collaborer en harmonie, construisant un avenir meilleur, pas pour nous au final, parce qu'on regarde l'accumulation d'argent, l'accumulation de pouvoir, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Ça n'a donné que la désolation, les guerres, les massacres, les génocides, la tristesse et le déclin de la race humaine.
en réalité. Je pense qu'un monde sans argent, un monde sans accumulation d'argent serait le futur pour l'humanité. Un avenir basé sur l'évolution à la fois spirituelle, à la fois personnelle, en termes de développement personnel et de développement technologique ferait le développement qui ferait un sens pour l'humanité, non pas l'accumulation d'argent. Je tiens à vous rappeler que lorsque nous mourrons, nous n'amenons absolument rien avec nous, même pas une chaussette, même pas un centime. Donc, vous pouvez accumuler les milliards que vous voulez, vous n'emmènerez rien avec vous. Elon Musk a aujourd'hui quoi? Il a l'estimation de Musk, c'est environ 250 milliards. Même 250 milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger 15 steaks par jour. Il va manger 15 steaks par jour. Il ne va pas emmener un centime avec lui. Mais il reste un être humain avec ses propres difficultés en tant qu'être humain. Je ne vois pas, je n'ai jamais vu la grandeur des êtres humains à travers leur réussite professionnelle ou leur réussite financière. Personnellement, Steve Jobs, pour moi, n'est pas un grand homme. Bill Gates n'est pas un grand homme. Elon Musk n'est pas un grand homme. Ce sont des hommes avec des réussites financières et d'entrepreneuriat. Ce ne sont pas des grands hommes. Les grands hommes sont les oubliés de l'histoire. Les grands hommes nous ont donné des visions différentes, une vision de l'humanité différente. Et je pense que c'est à cela que nous devons nous atteler, à donner un avenir meilleur, pas pour nous, parce qu'encore une fois, en mourant, nous n'importons rien, mais nous laissons tout à nos enfants. Donc le futur, c'est la progéniture, le futur. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette série sur Haïti, que j'étais absolument heureux de faire ces recherches et de vous apporter une vision différente d'Haïti. J'espère que cette série vous a plu. Pour ceux qui ont des avis différents et qui trouvent que je me suis peut-être trompé sur certains sujets, que j'ai donné des aspects erronés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça me fera plaisir de faire une petite vidéo correction et de corriger certains aspects sur lesquels j'ai peut-être répondu de manière inappropriée ou de façon erronée. Ça me fera plaisir d'apporter un correctif. Mais je vous remercie en tout cas pour votre temps et pour l'attention que vous avez portée à ces vidéos. La prochaine, ce sera: peut-on avoir une société sans argent? Et quelle serait une société, quel serait le carcan ou l'environnement d'une société sans argent? Je vous remercie et on se revoit très bientôt, dans environ 2 semaines, le temps que je termine mes recherches que j'ai déjà commencé. Mais on se revoit dans 2 semaines. À bientôt.